Hello to everybody. Bonjour tout le monde, chers audateurs, chers participants, bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, ça dépend où vous êtes. Vous m'avez vu au début, je vais faire le pont jusqu'à ce que notre modérateur pour cette séance, Giro Matai, se joigne à nous. Un plaisir que de vous donner la bienvenue. À vous tous et toutes participants au nom de vos villes et régions lors de cette première et dernière séance qui va parler de l'échelonnage, l'accélération des activités. Je suis en charge de la logistique et avant que de ne passer au modérateur, lui donner le moment de respirer un peu, je vous explique quelque chose. Avant que de ne commencer donc, permettez-moi de vous rappeler qu'il y a de l'interprétation en simultané en anglais, français et espagnol. Vous pouvez donc choisir votre langue de préférence. Vous voyez les boutons de choix de vos langues sur l'écran. Rappelez-vous du fait qu'on a des intervenants qui se servent de leur propre langue pour intervenir. Donc, n'hésitez pas à choisir l'interprétation de votre choix, que ce soit anglais, français ou espagnol. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas en direct ce que vous entendez, permettez-moi de vous rappeler que l'enregistrement sera disponibilisé. Vous pouvez aussi vous servir du chat pour réagir. Vous avez aussi l'accès à notre technicien qui pourra vous soutenir en cas de problème. Nadjira, je veux la parole. Merci Martina. Oui, c'est un peu bizarre, mais bon, n'empêche pour l'instant, voilà le moment venu pour ce que nous attendions tous. Merci. Bonjour, bon après-midi ou bonne soirée. Je vous donne la bienvenue au sommet des villes et des régions. On va parler solutions, comment pouvoir faire de sorte que la nature soit mise à l'œuvre à notre intérêt. Comment donc s'éloigner de cette narrative de la destruction de la nature, comment pouvoir changer notre façon de réfléchir. Je m'appelle Wanjira, je suis secrétaire auprès du directeur des Nations Unies à l'Institut où je travaille en Afrique. Nous tenons à remercier nos interprètes pour leurs efforts en anglais, français et espagnol. Donc, n'hésitez pas, chers messieurs, chères mesdames, de vous servir des services de nos interprètes qui sont là pour assurer la bonne communication. Vous n'avez qu'à vous appuyer sur le bouton de votre préférence pour choisir la langue dans laquelle vous voulez entendre. Comme vous savez, pour le reste, tant les orateurs comme ceux qui assistent sans intervenir peuvent se servir du chat pour interagir avec nous. Et il y a aussi un technicien qui est là pour nous soutenir si besoin est. Le sommet s'inscrit dans la cinquième version d'une qui mise sur le renforcement des activités pour atteindre les buts, les ODD. Et au niveau de la société, l'économie, l'environnement. Donc, c'est une très bonne chose que de voir qu'une en ce moment suscite beaucoup d'intérêt et a un impact sur l'effort multilatéral qui vise à la protection et la restauration de notre environnement. Et les villes sont le moteur de les économies de par le monde. Donc, c'est très convenable, comme Martina l'a dit au début de cette réunion ce matin, villes et régions sont les modules à travers lesquels des maires et des gouverneurs locaux peuvent se mettre ensemble afin que leur voix unie soit écoutée par les gouvernements nationaux de par le monde. Il y a beaucoup sur le menu de cette séance de clôture. Quelles seront les solutions à préconiser pour minimiser les aléas environnementaux? Comment pouvoir faire de sorte que tout ces exprimés puisse être traduit en solutions? Vraiment, lors de cette séance de clôture, faut-il se demander est-ce que nous pouvons monter la crâne en crâne, comment faire de sorte que la nature puisse être traduite en action palpable en ville.
Nous sommes très contents de partager l'écran avec d'autres officiers. C'est un programme qui porte sur les villes avec un investissement de plusieurs milliards de dollars. Et lors de cette séance, on va mettre le point sur l'accélération de solutions afin de pouvoir mettre en valeur le pouvoir de la nature, tout en mettant en contexte ces solutions à travers des mécanismes qui vont nous amener à un changement d'attitude afin que les villes puissent interagir avec la nature, tout comme les régions avec la nature. C'est un grand plaisir pour moi de donner la bienvenue à notre officier distingué, Patrick Canouni. Il va nous donner une idée plus approfondie sur comment les maires et les gouverneurs locaux puissent affecter cet abordage. On a le maire de Mexico, le maire de Montréal au Canada, au nom des villes avec la nature, qui est aussi ambassadeur de la biodiversité globale. Carlos Eduardo Escaf, le ministre de l'Environnement, de Développement durable en Colombie, et président Badri Kanouni du conseil de Al Olbran Holdings au Maroc. Et par la suite, nous avons aussi Mohamed Bakari, qui est le spécialiste et expert auprès du Jeff en environnement. Gouverneur, vous avez la parole d'abord. Y representantes con quien tengo el gusto de coincidir en esta segunda cumbre de ciudades y regiones que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin duda, todos sabemos la relevancia que tienen las ciudades para la humanidad. Son los espacios que mayor densidad de población tienen y con ellos son los motores que impulsan la economía y el conocimiento de nuestros países. Asimismo, siendo estas las de mayor concentración de la población, también Nous avons également des villes extrêmement concentrées, la densité de la population et les pollutions sont énormes également. Il y a une grande demande d'électricité. Ainsi, les grandes villes sont un centre de développement, mais elles ont un impact fort sur l'environnement qui tend à croître et au vu de la crise climatique que nous traversons, il est important que nous agissons maintenant. Nous ne pouvons pas perdre de temps. Il faut prendre des actions sérieuses pour inverser, en tout cas pour tenter de courber la tendance. Nous sommes également au cœur de l'action. Nous sommes un gouvernement local, les maires, c'est nous qui avons les compétences pour agir concrètement en faveur de la population afin d'assurer un développement durable. Ce que nous devons faire, c'est de nous centrer sur la biodiversité. Les la science et les résultats le démontrent. Pour guider des politiques qui sont soucieuses de la nature, pour réglementer l'utilisation des différents types d'énergie, et nous devons également conserver la faune et la flore et déterminer les zones prioritaires pour être plus efficaces dans la mise en œuvre des politiques élaborées. Ainsi, nous devons axer notre action dans la pérennité d'un environnement donc durable. Nous devons nous assurer afin que les différents sujets soient protégés, afin d'assurer une certaine continuité dans la restauration de l'environnement sur le long terme. Nous avons appris que les meilleures politiques sont celles qui sont effectuées main dans la main entre la population et les gouvernements locaux. À eux seuls, les gouvernements ne peuvent pas changer les choses. Nous devons avoir à nos côtés la population. Ainsi, la collaboration, la coopération est essentielle et la participation de la société civile joue un rôle crucial à cet égard. En tant que maire et gouverneur du Yucatan également, nous avons organisé un réseau de gouvernance durable pour assurer la pérennité, travailler sur la biodiversité, travailler avec des plateformes comme les villes de la nature ou maintenant Régions et la nature. Parce que la nature est ce type d'initiative pour la promotion de favoriser la nature dans nos villes afin d'accélérer l'accès à nos populations. Ainsi,
Je demande aux acteurs de prendre les devants, d'agir, mettre en avant des solutions, durables pour la nature, et ainsi construire, des villes, durables. Ce qui veut dire que nous sommes prêts à réfléchir à une nouvelle façon, notre relation avec la nature pour assurer un avenir, plus résilient. Je tiens à remercier le gouverneur de cette eau. Vraiment, c'est dans sa voix qu'on a détecté l'urgence de l'affaire. Donc, c'est une chose absolument ciblée. Alors, pour ce qui est du besoin de renforcer l'utilisation de la biodiversité, c'est aussi pour pouvoir faire preuve de cette importance du leadership, la ville et la nature, un partenariat qui est fait bonne prise. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour ce qui est de nos citoyens, la plupart des citadins comprennent le besoin, mais pour l'instant, ils sont vus comme des ennemis. Mais de par votre expérience, et je peux le savoir, de par votre expérience, s'il vous plaît, dites-nous quels sont les facteurs principaux sur base desquels on pourrait accélérer l'action en faveur de la nature en ville. Qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous? Alors, allez-y quand même, Monsieur Correa, on est avec vous. Il y a un petit retard. Monsieur Correa, nous allons entendre de votre côté, vous venez de la Colombie, tellement diverse. La plupart des espèces connues en Amérique latine sont présentes chez vous. Alors, je vois aussi qu'il y a une densité énorme dans les villes chez vous. 80% de la population colombienne vivent dans des villes. Il en va de même en Nairobi, je sais de quoi on parle. Qu'est-ce que vous proposez de faire pour promouvoir la biodiversité à ces niveaux? Merci beaucoup et très bonne journée. Bonjour à tous mes collègues et amis qui sont en ligne à ce moment. Tout comme vous venez de mentionner, la Colombie est vraiment le deuxième pays au monde avec la plus de biodiversité dans le monde. Ça nous donne beaucoup de responsabilités, histoire de protéger cette biodiversité. À partir de la Colombie, nous travaillons beaucoup sur base d'une économie circulaire avec d'autres pays de la région. Et nous savons que les villes ont un rôle très important à jouer dans cet effort afin de pouvoir mettre en exergue nos valeurs. Permettez-moi de mentionner qu'en Colombie, il y a deux objectifs principaux à voir. D'ici 2030 ou plutôt 2050, on essaye d'atteindre une neutralité absolue par rapport au carbone avec une émission zéro des gaz d'ici 2030 et possiblement être positif à 100% par rapport à la positivité de la biodiversité d'ici 2050. Une des plus grandes initiatives qu'on a entrepris au niveau du gouvernement grâce à l'initiative du président Duque est justement de obtenir des villes qui jouissent d'un haut degré de biodiversité. Donc, globalement parlant, on a travaillé beaucoup avec le Forum mondial économique, avec l'Institut Humboldt de recherche en Colombie, en concertation avec le ministère de l'Environnement, sur base d'initiatives en matière de la biodiversité. On a aussi établi une commission avec WES, avec 20 experts de par le monde qui sont venus justement pour travailler sur cette initiative. Le premier document date depuis le mois de janvier, 17 janvier de l'année en cours, un document qui reflète de notre désir de transformer l'attitude de nos villes envers la nature et l'environnement. Cela dit, il est important de noter que les villes et les maires des villes portent une grave responsabilité. Le gouvernement de la Colombie travaille aussi à travers des équipes de soutien, de conseil aux techniciens et aux spécialistes qui travaillent au niveau local afin d'atteindre cette neutralité par rapport au charbon. Pour ce faire, nous travaillons dans plusieurs domaines. Nous essayons de trouver des solutions basées sur la nature en tant que maire. Et les maires doivent comprendre en quoi cela consiste, comment trouver des solutions sur base de la nature.
parce que, à part la narrative, il nous faut des faits. Et nous prendrons en considération le besoin d'une transition énergétique, une plus grande mobilité, une mobilité durable. Aussi, on mise beaucoup sur la formation et l'éducation. On a créé des écoles de formation en matière de l'environnement grâce à l'initiative des leaders locaux qui mettent en œuvre des stratégies au niveau local et régional. Il y a plusieurs projets qui sont en cours. Ce sont des projets qui ont comme but commun créer des villes vraiment durables, ayant à l'épicentre de leurs activités la nature. Déjà, à partir du niveau local et en s'élevant vers le niveau régional et national, il y a des programmes qui permettent aux communautés locales de travailler ensemble parce que ce sont les communautés locales qui sont les bénéficiaires des initiatives, d'où le besoin de se lancer dans l'effort avec les communautés locales, des initiatives sur lesquelles nous travaillons, et c'est pour cela qu'il faut comprendre quelle est l'importance du rôle du local. La biodiversité, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on a vraiment des villes qui s'appuient sur leur propre biodiversité? La consultation est en cours parmi tous les modules afin de pouvoir assurer ces villes. La qualité de l'eau, la qualité de l'air et autres paramètres sont mesurés, évalués au jour le jour. Pour avoir un bon soutien financier, on s'adresse aussi au privé. Il y a des modèles que nous voulons développer. C'est important aussi que de comprendre comment ces modèles vont fonctionner pour l'avenir. Vu le fait qu'en Colombie, 80% de notre population vit dans les villes, on s'est beaucoup investi en cet effort. Les émissions de gaz aussi sont calculées au niveau des villes et les informations sont alimentées d'une base de données qui nous aident à documenter notre effort afin de rendre le citoyen à l'épicentre même de l'activité. Des solutions qui amènent à l'implication de tous les acteurs dans cet effort qui est conjointe. Nous promouvons donc la biodiversité, nous mettons en exergue les messages à passer et nous passons peu à peu du local au régional et du régional au national et puis vice-versa. Voilà, cette réciprocité qui est nôtre a été inspirée par le gouvernement d'ici peu et d'ici un mois. On va se lancer dans l'effort de l'élaboration d'une publication en matière de la biodiversité qui va informer les maires et les chefs des villes, les aidant à comprendre combien la nature peut transformer la mentalité, la donne en ville, en améliorant la qualité de vie, en ramenant la compétitivité, en ramenant en ville une qualité très méritée, tout en créant des emplois aussi, parce que c'est très nécessaire pour les villes. Voilà comment les villes peuvent jouer un rôle important, et c'est un objectif très important. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Correa. Tout le monde voudrait vraiment être là pour voir de près comment votre agenda important est en train d'être mis en œuvre et comment les villes collaborent, comme vous dites, avec le secteur privé et quel est le besoin de travailler sur plusieurs niveaux, du local au régional, du régional au national et vice-versa. Merci infiniment pour vos efforts très puissants et pour cet exposé. Vraiment, ça nous inspire et félicitations pour cette initiative des villes de biodiversité. Mais Plante, je vois qu'il y avait des soucis, mais pour l'instant, je la vois connectée. You have the mic. Vous êtes là? On va continuer l'effort pour vous connecter. Par la suite, on va directement à Badri Kanouni. Il est président de Almoran, un holding au Maroc. Merci beaucoup. Monsieur Kanouni, c'est tellement encourageant que d'entendre comment une société de l'État continue à promouvoir les idéaux de la reconceptualisation des villes. Monsieur Kanouni, vous avez la parole. Pour moi de représenter l'expérience marocaine. Donc, je commencerai par rappeler que c'est sous l'impulsion personnelle de Sa Majesté le Roi que le Maroc s'est engagé
résolument dans la mise en œuvre des agendas internationaux pour la préservation de l'environnement, lutte contre les changements climatiques et autres. Et c'est ainsi, par exemple, notre pays a ratifié les 3 conventions issues du processus de la conférence de Rio. Le Maroc est également engagé dans l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Et même notre constitution, à partir de 2011, fait du développement durable un droit de tous les citoyens et définit même le rôle des différents intervenants. Et par ailleurs, et très tôt, et toujours sous l'impulsion royale, que le Maroc a procédé à la déclinaison de ses engagements internationaux au niveau de ses politiques publiques, en adoptant par exemple une approche volontariste et intégrée dans sa stratégie nationale de développement durable, qui comprend également les orientations de sa politique climatique, dans le cadre ensuite de sa contribution à l'accord de Paris sur le climat, puisque le Maroc s'engage et se fixe comme objectif de réduire les émissions à effet de gaz à effet de serre d'au moins 46% d'ici 2030. Également, le Maroc a mis en place plusieurs stratégies sectorielles et plans nationaux complémentaires. Je citerai à titre d'illustration le plan national de l'eau 2020-2050 et la stratégie nationale 2030 portant la part des énergies renouvelables dans la production totale de l'électricité à plus de 52%. Maintenant, pour ce qui est de l'expérience et de la contribution du groupe L'Omran que je représente et qui est l'outil de l'État, je le rappelle, dans le secteur de l'habitat et de l'aménagement et du développement urbain, il était tout à fait naturel, évidemment, qu'on s'inscrive dans la mise en œuvre de ces politiques nationales. Le groupe L'Omran qui intervient sur l'ensemble du territoire national, c'est un peu une particularité chez nous, ne ménage aucun effort pour prendre en considération la nature dans ses différentes composantes, que ce soit dans la programmation, conception ou réalisation de ces différents projets. Alors que ce soit dans le secteur de l'habitat, dans celui de l'aménagement urbain, eh bien, nous déployons des actions qui sont en phase avec des solutions fondées sur le respect évidemment de la nature. Et je citerai, à titre d'exemple, pour ne pas être très long, la prise en compte du principe des zones climatiques que nous avons au Maroc, parce que c'est différent d'une zone à une autre, nous en avons 6, le respect des naturels locaux à chaque zone et parfois même au niveau des locales, telle la ventilation naturelle ou l'exposition au soleil, la promotion au mieux pour l'utilisation des matériaux locaux en vue d'améliorer la qualité du bâti tout en réduisant son empreinte écologique. Le groupe mène aussi, dans le cadre de sa politique de recherche et développement, plusieurs actions, dont certaines en partenariat avec des organismes privés ou publics de recherche, et nous finançons, à titre d'exemple, des projets de développement de nouveaux matériaux et de construction à base de produits locaux et à travers la valorisation des déchets miniers, par exemple. Pour la partie eau, nous menons des projets pilotes qui intègrent des systèmes de collecte et de valorisation des eaux de pluie au niveau du bâtiment et l'utilisation de sols filtrants, de même que nous travaillons à généraliser la réutilisation des systèmes des eaux usées traitées dans les usages urbains, notamment l'arrosage des espaces verts et autres. Je ne peux finir sans aborder 2 derniers aspects qui me tiennent particulièrement à cœur. Alors, le volet financement, qui n'est pas en reste, puisque le groupe Al-Omran a lancé, et c'était une première au Maroc, une émission obligataire de Green et Social Bond pour une valeur de 110 millions de dollars et qui a eu une sursouscription de plus de 8 fois, ce qui témoigne de l'importance qu'accordent les investisseurs à ce type de démarche de développement urbain durable. Alors ensuite, nous avons un ambitieux projet qui est unique au Maroc, que nous menons actuellement la mise à niveau de 4 villes nouvelles et 3 pôles urbains que nous réalisons au rang d'éco-cités du programme des Nations Unies pour l'environnement, que je tiens une nouvelle fois à remercier ici aujourd'hui pour le support et le concours qu'il nous apporte à ce niveau-là. Cette approche intègre bien entendu des solutions fondées sur le respect de la nature, moyennant un référentiel écocité adapté au contexte national et local que nous espérons voir se mettre en place dans plusieurs villes et quartiers au niveau du Maroc. Alors pour conclure, je souhaite souligner que ces différentes orientations
sont consolidées par des recommandations du nouveau modèle de développement qu'a mis en place le Maroc, qui en outre encourage plus de verticalité dans les extensions et aménagements urbains qui permettront l'évitement de l'étalement excessif des villes et au profit de l'expansion des espaces verts et la promotion de l'agriculture urbaine et donc mieux contribuer à ce que la nature reprenne ses droits. Et je vous remercie. Thank you so much, Mr. Kanouni. Merci beaucoup. And just Merci beaucoup, Monsieur Canoni. C'est très réjouissant de voir que le secteur privé est le moteur de la création de nouveaux produits issus du recyclage, d'avoir de nouveaux bâtiments plus efficients et de reverdir les villes. Un tout grand merci de déployer tous ces efforts et de nous avoir partagé avec nous cette expérience. Alors, j'aimerais retenter la connexion avec Madame la maire, Madame Plante. Madame Plante, êtes-vous là? Non, malheureusement, nous n'avons pas la connexion. Nous allons entendre Mohamed Bakar. Ah, Valérie est avec nous. Voilà, vous voilà. Madame la maire. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. Bon matin à toutes et à tous. Et bien sûr, je tiens à saluer toutes celles et ceux qui sont sur ce panel fort pertinent pour parler de la biodiversité dans nos villes, dans nos provinces, dans nos pays. Alors, comme plusieurs de mes collègues maires et mairesses engagés dans l'ICLEI, le C40 ainsi que l'U20, pour la Ville de Montréal, on envisage vraiment une relance verte et inclusive qui va laisser personne derrière. Et une telle relance est nécessaire pour faire face aux enjeux climatiques et de la perte de la biodiversité. Les Montréalais et les Montréalaises veulent une relance axée sur la transition écologique, la protection de la biodiversité et l'inclusion. Ça va nous offrir une façon d'aller de l'avant avec une prospérité durable et évidemment un avenir plus favorable. La pandémie a démontré l'importance de reconnecter avec la nature en ville et de redoubler les efforts pour créer des nouveaux espaces verts. Ces milieux servent de lieux de rencontre, de liens sociaux et améliorent la santé et le bien-être de la population. La pandémie a renforcé notre détermination à agir. Pour notre administration, pour notre équipe, l'objectif, c'est de garder la nature en ville en mettant la biodiversité et les espaces verts au cœur de nos décisions. Pour arriver à nos fins, notre administration s'est donné les moyens d'agir. Nous mettons actuellement en œuvre un plan climat qui fixe des objectifs qui sont ambitieux, qui incluent des mesures concrètes d'adaptation et de verdissement. Je suis très, très fière de ce plan climat qui a été créé en collaboration avec tous les acteurs de l'écosystème montréalais. Je pense au milieu économique, philanthropique, culturel et bien sûr un grand nombre d'intervenants et d'experts. Nous avons également décidé d'investir financièrement pour protéger des espaces verts et verdir la ville. Dans les dernières années, les budgets pour acquérir de milieux naturels, planter des arbres et le réaménagement des berges, parce que Montréal est une île, ont toujours augmenté. Notre cible est maintenant d'allouer de 10 à 15% du budget pour l'adaptation au changement climatique. Enfin, nous avons créé un grand parc de l'Ouest, on parle de plus de 3000 hectares de superficie, qui va devenir le plus grand parc municipal du Canada et qui va protéger la riche biodiversité qui existe dans ces lieux. Alors, la Ville de Montréal est déterminée à agir concrètement sur le terrain, encore une fois, pour protéger la biodiversité, créer des espaces verts au bénéfice de la population. Et pour y arriver, nous avons décidé de planter et protéger 500 000 arbres d'ici 2030, de créer une zone zéro émission dans le centre-ville de Montréal, de verdir massivement également le centre-ville et de viser à toujours améliorer les berges, mais aussi l'accès à l'eau avec des plages, par exemple, ou des façons pour que les Montréalais puissent profiter de l'eau. Enfin, tout ça ne serait pas possible sans un travail avec nos partenaires, un travail qui est essentiel pour créer de l'adhésion, pour que les Montréalais, Montréalaises comprennent où nous investissons l'argent et qu'on ait un plan qui est axé sur les résultats en matière de résilience,
de lutte au changement climatique et nécessairement de protection de la biodiversité locale. Merci. Merci, Mayor Plante. We are so glad that you could intervene and share with us. Merci beaucoup, Madame la maire. Nous sommes ravis d'entendre ces excellentes nouvelles. 500 arbres pour replanter, reverdir la ville. Effectivement, la pandémie a été un coup de réveil pour nous faire réagir. Vraiment un grand merci de nous avoir expliqué tout ce qui est mis en œuvre à Montréal. Nous allons entendre Monsieur Bakar, Mohamed Bakar. Monsieur Bakar a été l'un des champions, un spécialiste de l'environnement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est essentiel si l'on veut réaliser cet objectif mondial et pour orienter les villes dans ce sens? Merci beaucoup, je suis ravie de vous voir, de voir tous les panélistes, Madame la maire et les autres participants au nom de Monsieur Rodriguez qui souhaitait être là. Mais n'a pas pu venir. Je vous salue, Fonds pour l'environnement mondial, FAM. Nous avons identifié les grandes villes comme le moteur de l'innovation dans ce domaine et il est essentiel d'inclure les villes dans cet effort. La bonne nouvelle est que les villes sont un intégrateur en termes de fonctions. Il y a donc un grand potentiel de transformation qui pourrait répondre aux différents défis environnementaux. Les villes disposent des avantages de collaboration, d'interaction pour avoir un résultat, un impact fort sur ces différents éléments. Et ça comprend également les initiatives prises par le Fonds pour l'environnement, la Convention pour la CBD pour la biodiversité et également la Convention portant sur les substances chimiques. Ces conventions reconnaissent les villes comme acteurs centraux pour répondre pour réaliser les objectifs fixés, notamment à Glasgow, à la conférence des parties. On a entendu un appel fort de la contribution des villes concernant le climat. Il y a également le cadre pour l'après 2030 qui a également mentionné explicitement la contribution des villes. Si les maires prennent en main, prennent les devants dans cette action, ils réussiront à ce que les villes pourront donc effectuer, comme on l'a entendu au Montréal, des zones à zéro émission, reverdir les villes, aménager. Et donc, nous estimons que les villes sont des endroits essentiels pour la population pour arriver à ces objectifs. Nous avons investi dans différents projets centrés sur les zones urbaines, mais ce n'est que récemment que nous avons vu des efforts concertés. Depuis lors, nous avons établi des collaborations entre plus de 50 villes, 17 pays, partenariat qui incluait la Banque mondiale et d'autres grandes institutions, y compris ICLEI, qui a mobilisé dans l'ensemble 4 milliards de dollars américains, un partenariat fort avec le secteur privé. Ce qui est passionnant est d'avoir cette occasion de créer de manière collective des moyens d'accéder pour les villes à des outils qui leur permettront de remplir leurs objectifs de termes de durabilité. Alors je vais vous donner un exemple s'agissant de l'agenda pour la nature, qui fait partie de l'approche intégrée.
Bien entendu, la protection, la restauration de la nature dans les zones urbaines et périurbaines contribue à renforcer la résilience, à lutter contre le réchauffement climatique et à assurer la biodiversité. Et c'est également une source de génération de revenus. Beaucoup participent au programme, par exemple à Marrakech. Badré Kamouni en a parlé, le partenariat du privé. Il y a également des communautés locales qui travaillent à l'amélioration de leur région. Il y a aussi d'autres projets pour restaurer les marais en Inde, Chennai, qui vise à restaurer l'un de ses plus grands lacs pour donc améliorer la situation sur ce point. Il y a énormément d'autres pays, non seulement en Chine, mais en Afrique et sur d'autres continents, qui se joignent à cet effort. La nature est définitivement une direction forte prise par les villes, ce qui nous permet d'avancer dans notre programme. Je m'arrêterai ici pour vous rendre le micro, Marinia. Merci beaucoup. Alors, le Fonds pour l'environnement mondial qui apporte un financement donc à tous ces efforts, c'est magnifique. Je reviendrai vers vous ultérieurement, Mohamed. J'aimerais revenir tout d'abord à Madame la maire Plante, d'abord, pour vous poser cette question. En tant que maire et gouverneur, quand vous montrez l'exemple, les autres suivent. Ma question est la suivante. Si vous aviez une baguette magique, quelle est la chose que vous utiliseriez pour accélérer ce mouvement dans les villes? Thank you for the question. Merci d'avoir posé cette question. Les villes trouvent en général toujours des solutions qui répondent aux besoins de leur population. Et c'est le message que j'aimerais envoyer aujourd'hui. C'est vraiment la force motrice des villes, c'est les besoins de la population. C'est de cette manière que l'on aboutit à des solutions innovantes. Ça provient de l'intérêt de la population et de leurs besoins. Quel que soit le sujet, changement climatique, eh bien, il faut d'abord que la population s'en préoccupe et participe à cet effort. À Montréal, donc nous sommes tous collègues et nous dirigeons, nous gérons tous des villes. Et donc, ce qui est important, c'est d'accorder notre attention aux besoins de la population, voir comment nous pouvons contribuer. Comme je l'ai dit, nous participons au C40 aussi. Et lorsqu'on parle de villes qui ont une plateforme pour la nature, qui participent, c'est vraiment bien de pouvoir dialoguer, mais le message est que nous faisons partie de la solution. Il ne s'agit pas d'avoir d'excellentes idées, mais ça commence par là. Il faut se fonder sur nos citoyens, car ce sont eux qui subissent les différents changements. Et c'est pas toujours facile de changer, mais une fois qu'on a l'adhésion, qu'on peut mobiliser la population, c'est de là que part le changement. Donc, tous ces réseaux sont importants. Il y a également les ambassadeurs mondiaux pour des initiatives locales. J'espère que nous pourrons étendre cette conversation avec les décideurs à différents niveaux de pouvoir pour faire avancer et tendre à notre objectif commun sans laisser personne de côté. Parce que pour nous, pour moi, il faut lutter contre le changement climatique, mais rester inclusif, protéger l'homme, l'individu. Donc ne laisser personne à côté du chemin, c'est une grande priorité. Et c'est là que les villes et municipalités ont leur carte à jouer.
Merci. Vous, en tant que maire, c'est exactement ce dont nous avons besoin, de ce genre de motivation, d'effort. Et je vais reprendre ce que vous avez dit, c'est les villes qui, sont le moteur. J'aimerais voir si le ministre est toujours avec nous, Aki Sayer, au Céranéon. Êtes-vous en ligne? Je vais demander aux techniciens pour voir si son Excellence est en ligne. Alors, je vais me retourner vers vous, Badr Kanouni du Maroc, Marrakech. Selon vous, quel est l'élément principal nécessaire à accélérer ces solutions dans les villes? Mr. Kanuni, are you there? Monsieur Kanouni, vous êtes en ligne? Alors, merci beaucoup. Donc, je rejoins parfaitement ce qu'a dit Madame la maire Valérie Plante, c'est clair. Je pense que c'est une responsabilité partagée de tous les acteurs. Alors, je reviens à notre expérience en tant qu'opérateur public. Nous travaillons sur tout le territoire marocain, nous travaillons pratiquement avec toutes les villes. Nous parlons également de pays chez nous en Afrique où nous attendons encore une urbanisation à venir qui est importante puisque nous sommes à 61-62% de la population urbaine. Nous allons arriver à 75% et probablement davantage. Donc nous avons la chance également de nous préparer à faire des extensions urbaines qui passent soit par la création de villes, soit par le développement des villes actuelles. En tout cas, comme nous travaillons au niveau central avec notre gouvernement, avec les départements centraux, nous travaillons avec les régions, avec les élus, les représentants de l'État, mais également au niveau des villes. Et nous avons le plaisir de travailler avec beaucoup de maires et d'élus locaux. Alors, la réussite de ces démarches et leur ancrage passe par des politiques et des pratiques qui dépendent vraiment d'une manière très étroite du cadre institutionnel. Bien entendu, c'est un départ avec niveau législatif et réglementaire, c'est sûr, mais également au niveau de la démarche et de l'approche qui sont retenues. C'est une démarche qui réellement doit favoriser et de manière très concrète la synergie entre les multiples acteurs et intervenants. Ils sont très nombreux, ils concernent beaucoup de départements, beaucoup d'aspects, le secteur bien sûr privé, le citoyen lui-même, mais il faut vraiment qu'il y ait cette synergie et qu'on arrive à travailler en commun pour des objectifs qui sont communs. Alors, cette convergence, on doit la retrouver dans la définition des orientations et des politiques, donc au niveau central, mais la déclinaison et la mise en œuvre ne peut se faire qu'au niveau territorial, qu'au niveau local, qu'au niveau des... C'est clair. Alors, c'est justement le renforcement de cette implication effective des collectivités territoriales qui doivent être soutenues pour qu'il y ait une promotion et à la mise en œuvre de cette démarche de développement durable et de protection de notre environnement et de notre nature. Maintenant, bien sûr, tout cela est fait pour le citoyen, tout ça est fait pour la société civile, et rien ne peut se faire sans ces citoyens et sans cette société civile qui doivent être forcément impliqués, fortement impliqués, d'abord pour la concertation et la sensibilisation citoyens pour lequel tout cela se fait, mais également en tant qu'apport, en tant que force de proposition et de suivi dans la réalisation des différents projets, des différentes initiatives qui sont entreprises. Donc cela, c'est incontournable pour réussir ce grand chantier stratégique pour notre planète et rendre encore une fois à la nature la place qu'elle mérite. Thank you, Chairman, for your leadership, those efforts to bring all stakeholders together. Merci beaucoup de votre message qui insiste sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs et également, bien entendu, il y a le cadre juridique et réglementaire qui est là pour guider les changements et ça se suit jusqu'au terrain concret. Alors, Mohamed Bakar, si vous aviez une baguette magique, que souhaiteriez-vous changer? Alors, pour nous, au fond, pour l'environnement mondial,
Nous travaillons avec différents secteurs, du gouvernement au niveau local et autres, et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une approche, p plus intégrée, plus commune, qui incorpore, différentes dimensions, heu, dimensions, verticales, entre, différentes institutions, et là je rejoins ce qui a déjà été dit par d'autres intervenants, et également au niveau horizontal et transversal entre villes, donc intégrer, ces différents némos. Donc l'intégration, pour moi, c'est le mot clé, intégrer, les, zones urbaines et périphériques, parce que les villes ne sont pas isolées du contexte dans lequel elles opèrent. Donc prendre en compte, le contexte et le périurbain, les périphéries. Et puis d'un point de vue social, l'inclusion, l'adhérence, ne laisser personne à côté, du chemin, heu, afin d'inclure tout un chacun, donc prendre en compte tous les aspects de, la question, donc sous tous ses angles. Nous devons, amender, le cadre, des politiques, cadre réglementaire, lorsqu'ils ne prennent pas en compte la nature dans les villes. Donc ça doit faire l'objet de révision. Donc bien entendu, il y a le cadre, réglementaire, mais il est parfois obsolète. Et je pense que nous pouvons combler, ces écarts lorsqu'ils existent par le biais, de coopération avec des institutions comme les nôtres, ça c'est important, et puis travailler auprès des gouvernements pour, les, conseiller en termes de politique pour la nature, pour, décourager ou tenter d'atténuer des pratiques nocives pour la nature, et mettre en avant les intérêts, les avantages d'investissements, soucieux de la nature. Voilà, donc travailler main dans la main avec les gouvernements, et puis, faire la promotion d'un cadre de politique qui permettrait aux États et aux municipalités, de comparer, de coopérer, de manière transversale, pour éviter, les retombées négatives. Donc voilà, nous travaillons, sur ces différents aspects. Le micro de la modératrice est éteint. Merci. Je vous remercie de ce que nous avez dit. Je retiens surtout également le fait de prendre en compte le contexte dans lequel évoluent, les villes. J'aimerais demander, au service technique si le ministre est, toujours en ligne, s'il a réussi à résoudre, c voilà, monsieur, le ministre Correa, merci beaucoup. J'étais là, oui, je n'étais pas partie. J'aimerais, heu remercier ce que les différents intervenants ont dit, et j'étais avant cela, avant d'être ministre, j'étais également maire, donc j'ai 2 casquettes si vous voulez. Donc je vais m'exprimer avec la casquette de maire. Alors, ce que vous avez dit était très, très, utile et politique publique, du point de vue des gouvernements, du gouvernement national. Nous avons créé des politiques qui permettent au secteur public, aux villes, aux départements et au monde universitaire de converger dans une, voie, afin que ce ne soit pas simplement un programme du, gouvernement, mais qu'il transcende, différents niveaux, donc inclure les différents acteurs. Mais il faut effectivement avoir un cadre, et les maires doivent travailler de manière coordonnée entre eux, et également en conformité avec les politiques. En Colombie, nous, avons lancé un, plan d'action pour le climat, qui, a un double objectif, recentrer la nature et la neutralité carbone. L'idée est d'aligner ces éléments pour les 30 prochaines années. Lorsque j'étais maire, j'ai eu l'occasion d'élaborer un plan à 20 ans. Le nom
intitulé Un environnement durable pour les eaux fluviales. Parce que le moteur des villes, c'était vraiment la préservation des cours d'eau. Ainsi, si l'on garantit la pérennité des cours d'eau, ça aurait un effet multiplicateur sur, les retombées positives pour les villes. Donc c'est une solution centrée, sur la nature et ça permet de développer les villes également. Et donc les villes ont, un énorme potentiel d'action en termes de coordination, de réaménagement territoriaux, de, préservation de la biodiversité et de la nature. Du point de vue national, nous sommes en train de planter nous avons énormément de forêts que nous protégeons et il y a également, luttons contre la déforestation. Nous sommes en train de replanter 200 000 hectares. Et là, je vous parle des zones périurbaines. Parce que les villes, sont entourées des zones et donc, comme vous l'avez dit, on ne peut pas isoler les villes. Bien entendu, la migration se dirige vers les villes. Nous devons nous préparer à cette vague, successive et il faut mettre en place des plans. Ainsi, les initiatives, heu, doivent pouvoir être mises en place dans chaque ville afin de résoudre des problèmes, mais en prenant en compte leur propre contexte. Donc nous devons bien comprendre la réalité, locale. À savoir, aujourd'hui, chaque, ville doit être, conforme, au plan national et pour, que ce soit une réalité, nous avons besoin de déployer, heu, de gros efforts en termes de prise de conscience, d'éducation. Parce que les politiques, publiques ne s'arrêtent pas, au papier sur lequel elles sont imprimées. Comment les transformer concrètement? Et c'est là que, la sensibilisation, l'éducation joue un rôle crucial. Dans les universités, dans différents centres, il faut transformer ces politiques en, initiatives concrètes. Ne pas simplement parler de préserver la nature, mais également de montrer à quel point, cela génère, des opportunités. Ça ouvre des portes en termes de nouveaux, secteurs de tourisme, peut-être, expliquer la meilleure qualité de l'air, enfin donner des résultats tangibles, démontrer, la pertinence concrètement, donc expliquer, et expliquer qu'il faut réduire, l'élévation de la température planétaire et isolément, c'est vraiment un enjeu énorme. Comment puis-je, moi-même, résoudre tous ces problèmes? Mais c'est là qu'entrent en jeu, les, plans, et donc les villes doivent comprendre que le modèle est un modèle exhaustif. Elles ne sont pas seules. C'est un modèle, un système. C'est pour ça qu'on parle de plan de cadre. Et il faut bien entendu faire, de notre mieux, mais les réseaux entre villes, les réseaux des mers, au à l'échelle internationale, heu, nous, aidera dans cet effort d'éducation pour, expliquer quels sont les résultats concrets. Car le principal défi, pour les villes, c'est d'avoir, une structure centrée sur la nature qui permette à la population de prospérer et Amsterdam, des villes comme Monterrey, ils ont trouvé de tels modèles
et les éléments qui donnent plus de capacité au territoire. Vous savez, tous qui m'entendent savent quand même trouver quels sont les éléments d'impact, que ce soit le fleuve. Il faut absolument faire de sorte que toutes les ressources naturelles soient rendues à nouveau aux citoyens, que ce soit le fleuve ou autre chose, et que tout cela est renforcé par le modèle de l'environnement. Merci vraiment, grâce à votre leadership, grâce à vos efforts, vous êtes tous et toutes de grands contributeurs à cette création du nouveau modèle. C'est vraiment très renforçant de vous voir tous et toutes tellement engagés, et que le fait que la Colombie est en train de planter des centaines de milliers d'arbres ici et là. Merci beaucoup pour avoir voulu partager avec nous votre expérience. J'espère que votre héritage va être présent d'ici à plusieurs années à venir. Ministre, mes félicitations. De même, Monsieur Kanouni Mohamed, c'est fut quand même, ainsi que pour Madame Plante, un échange très fructueux sur des points, des aspects de leadership. Ceci va nous amener en avant et nous sommes tous et toutes inspirés par vos initiatives par rapport aux villes. La vérité soit dite, la plupart d'entre nous vivons dans les villes, des villes que nous aimons absolument. Mais il faut aussi voir ce qui se passe à nos villes, comment les villes évoluent. Vous nous avez montré que ceci est possible d'avoir un nouveau modèle et une nouvelle idée de la ville et de l'avenir de la ville, des villes telles que nous voulons les voir. Merci. Je vous dis en toute franchise que pour l'avenir, ces villes vont nous inspirer. Merci, nous sommes très, très appréciatifs de vos efforts. C'est mon plaisir maintenant d'inviter maintenant, en effet, que de façon virtuelle, Madame Anja Konig de Stockholm à prendre la parole pour les quelques réflexions de clôture, suivi par Alderson, directeur exécutif du secrétariat des Nations Unies pour l'environnement. Merci beaucoup, c'était une séance très inspirante. Merci. Chers collègues et chers amis, en tant que maire de Stockholm, c'est un honneur pour moi que d'être ici et de partager avec vous quelques réflexions lors de cette session de clôture de cette réunion pour les villes et les régions. Tout comme beaucoup d'entre vous savez, Stockholm sera la hôte de la conférence à la suite du sommet de 1972. C'était quand même une réunion révolutionnaire, pas seulement parce que c'était dédié à l'environnement, mais surtout pour ce qui est de l'héritage, pour l'établissement de l'UNEP, pour la reconnaissance du fait qu'un environnement salubre est essentiel à long terme. Que des espèces en menace d'extinction ont besoin d'être protégées, que chaque nation a le devoir, pas seulement de rester salubre, mais aussi de ne pas contaminer, de polluer les autres. Ce sont des problèmes que depuis nous ont beaucoup inspirés. En tant que participants à ces sommets provenant des sociétés civiles, on a mis les priorités quant à la participation active aussi des parties prenantes qui ne sont pas étatiques dans toutes les réunions. Et à l'époque où le progrès parfois paraît inaccessible ou très lente, la conférence des Nations Unies en matière de l'environnement et de l'environnement humain est un très bon rappel du fait qu'une réunion déjà peut faire la différence et que ceci peut aussi amener à un vrai changement. Pour ce qui est de la gestion du changement climatique, de la perte de la biodiversité et du combat contre la pollution, les villes peuvent quand même faire la différence. À Stockholm, on a pu quand même réduire les émissions par personne de CO2 par 60% déjà depuis 1999. Et depuis, tout comme les villes évoluent, avec de plusieurs milliers de personnes qui arrivent à doubler ceci, nous a amené à l'adoption des politiques environnementales qui peuvent être conjuguées avec une prospérité totale. Ceci est à l'intérêt de nos villes et de nos acteurs nationaux. En tant que membre du gouvernement
tout proches des citoyens, je peux vous dire que les villes et les régions peuvent assurer le niveau national et international qui crée des opportunités sur place. Et grâce à l'expertise, on peut développer des meilleures législations plus à même d'assurer les bons résultats. Ensemble, avec les universitaires, avec la société civile, avec la communauté des entrepreneurs, nous pouvons vraiment faire beaucoup plus pour l'environnement et pour nos gens. Et cette deuxième réunion, ce deuxième sommet a été vraiment un témoignage quant au rôle vital que nos villes peuvent jouer et du fait que ce rôle et l'importance d'une gouvernance à plusieurs niveaux est reconnue de plus en plus en tant que solution efficace. C'est ce qui me donne de l'espoir, mais aussi la conviction que l'avenir que nous voulons vraiment est atteignable. Et ceci dit, je dois renforcer personnellement ces messages. Stockholm Plus 50, une planète salubre pour la prospérité de tous et toutes, notre responsabilité, nos opportunités. Lorsque en 16 juin, cette conférence revienne à Stockholm, j'aspire à vous voir tous et toutes là, en présentiel. Bienvenue à Stockholm. In a few days, D'ici peu, nous allons nous réunir lors de la séance à UNA. Notre but, c'est d'entreprendre des actions qui pourraient transformer notre rapport à la nature et dans beaucoup de domaines et beaucoup plus que ça. C'est voir comment on pourrait créer des nouveaux espaces pour nos villes, réfléchir par rapport à nos villes telles que nous voulons et avoir une compréhension approfondie de comment ces villes peuvent se développer avec la nature, pas contre la nature. La ville en ville impacte notre avenir et avoir du vert dans les villes, c'est un défi de plus. En cela, les gouvernements locaux et subrégionaux peuvent jouer un rôle principal. Nous réussissons de voir que il y a maintenant la bonne plateforme d'assurer une bonne gouvernance au niveau local et régional. Vous avez passé toute une journée à parler des défis et comment faire de sorte que les villes donnent l'opportunité à leurs habitants d'avoir un meilleur avenir. On va voir maintenant ce qui fonctionne et quelles sont les solutions pour nous. À Montréal, par exemple, les officiers de la ville et les officiers fédéraux ont pu économiser des milliers de dollars en réduisant la pollution et donnant une meilleure qualité à travers la disponibilisation des outils numériques qui accroissent la résilience, réduisent le stress. En Medellín, 36 corridors verts ont pu réduire la température par beaucoup. C'est inspirant et ça nous démontre qu'on peut vraiment créer de l'espace pour la nature et une projection qui nous aide à gérer la ville. Ceci va être une grande contribution aux efforts entrepris pour faire face à la crise triple planétaire, celle du climat, celle de la perte de biodiversité et la crise de la pollution et du traitement de déchets. Comment pourrions-nous traduire ces bons exemples en normes, mais par l'application de la gouvernance à plusieurs niveaux, des abordages inspirés par des bons exemples, c'est qui promeut la résilience et les solutions durables. Lorsque nous investissons en nature, nous intégrons cela et en des stratégies propres au climat et aux normes d'infrastructure, à la construction, à la projection des lignes directrices. C'est là qu'on fait la différence lorsqu'on s'investit en cette mangrove, à ces espaces humides. C'est lorsqu'on gère les eaux de pluie, c'est comme ça qu'on s'investit en infrastructure. Ceci ne peut pas être ignoré. Il faut emmener la nature dans nos réalités économiques. C'est comme ça qu'on quantifie les bénéfices multiples qui vraiment c'est le bon argument en faveur des financiers, du privé et du public. Et pendant que nous faisons cela, il faut apprendre des communautés afin que tout le monde puisse gagner. Et un tout dernier mot, je vous incite de suivre de près les travaux des Nations Unies pour le changement d'attitude envers le climat et de suivre toutes les activités que les Nations Unies entreprennent afin que tout le monde puisse ensemble emmener la nature en ville. Je vous remercie de votre engagement manifeste aujourd'hui et je vous incite à suivre de près toutes les activités de FAO, de les Nations Unies, du NDP, C40, ICLEI, WWF,
Global Covenant of Mayors, les United Cities et les gouvernements locaux. J'aspire à entendre davantage de votre côté sur cet échange très important. Je vous remercie. Et avec ces mots, nous voici arrivés à la fin de toute une journée d'échanges très fructueux. J'espère que tout le monde est de la même avis, à voir que les résultats seront bien enregistrés et faire refléter sur un document qui va être par la suite diffusé le plus amplement possible et inclus un postage sur le site web de UNEP. Ceci va être préparé par le maire de Stockholm à travers la plénière de UNEP qui aura lieu le 2 mars, d'ici peu, lors de la réunion de clôture de l'UNEA. Je vous remercie une fois de plus. Merci aux organisateurs et à l'équipe qui a assuré le bon déroulement de cette réunion, malgré des petits défauts et des soucis techniques qui ne sont jamais très loin. Je vous remercie. Au revoir.